je pense qu'on me racontait l'histoire d'un monsieur qui, lui, comme bon, l'État encourageait ces choses-là, donc il allait déposer 500 000. Je pense qu'à l'époque, ils avaient acheté des titres Solibra avec les 500 000. Et le gars, il a carrément oublié parce que c'est un truc auquel il n'est pas habitué et tout ça. Donc, 20 ans après, il s'est rendu compte qu'il avait quelques soucis financiers. Donc, aller voir son assureur, racheter son contrat d'assurance vie, mais on va dire quoi, le gain qu'il avait encaissé ne lui permettait toujours pas de pouvoir résoudre son problème financier. Donc, il aussi la banque pour des prêts éventuellement et tout ça. Donc, même avec ça, il n'était pas suffisamment à l'aise par rapport donc à son problème financier. Donc, toujours en réfléchissant, il s'est rappelé que à l'époque, il avait acheté, enfin, en tout cas, il avait placé de l'argent en bourse et que cet argent avait été utilisé pour acheter Solibra. Donc, il faut dire que quand il est allé à la SGI, il s'est dit, bon, peut-être avec peu de chance, ils vont pouvoir me retourner les 500 000. En tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas perdu tout mon argent parce que ces histoires de bourse-là, on perd très facilement son argent. Donc, quand il est arrivé, comme ça faisait quand même longtemps, il a fallu faire quand même des vérifications pour s'assurer que le client qui s'est présenté à la SGI, le client vérification, ils ont dit au monsieur que le gars, il dit, l'argent là. On lui dit, bon, oui, vous pouvez récupérer, mais actuellement, c'est plus à 500 000. Donc, il a eu peur. Il s'est dit que, bon, j'espère qu'ils ne vont pas me dire que l'argent est arrivé à 100 000 quand même. Donc, on lui dit, bon, malheureusement, bon, heureusement, on va dire, heureusement, avec le temps, il faut dire que votre argent qui était de 500 000 est désormais de près de 40 millions. Donc, sur place, le monsieur, il a appelé sa femme et puis il a demandé à sa femme de venir avec un sachet noir. Comme ça, ils vont récupérer l'argent et puis repartir. Donc, c'est dire que quand même sur le marché financier, on peut véritablement gagner de l'argent, mais ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Chez nous, en finance, on dit toujours qu'il faut proportionnaliser les choses. C'est-à-dire que le risque que vous prenez sera toujours proportionnel à l'espérance de gain que vous espérez. Donc, aujourd'hui, si vous voulez des gains de l'ordre de 300%, c'est comme des gens qui viennent nous parler des opportunités, 300%, 500%, 1000%. On leur confie notre argent et puis après, on voit qu'ils disparaissent avec l'argent. Donc, c'est ça le risque. Ça veut dire quoi? On a espéré 300%, qui était un risque quand même, en fait, qui était un rendement quand même très élevé. Et le risque, par derrière, c'est qu'on a perdu tout notre argent parce que le monsieur, il a fui avec l'argent. Donc, c'est dire que le risque est toujours proportionnel à l'espérance des gains. Donc, avec le temps, effectivement, sur le marché financier, sur le marché boursier, on peut véritablement gagner de l'argent. Parce que les Solibois qui coûtaient quoi, 1000, 10 000, sont montés jusqu'à près de 200 000. Donc, c'est franchement des opportunités très rentables. C'est vrai que récemment, Solibois, ils ont fait un fractionnement pour ramener le prix à 10 000 parce que, comme j'ai dit, le prix était monté jusqu'à 200 000. Donc, ils ont ramené le prix à 10 000 pour que tout le monde puisse acheter ces titres-là. Parce que quand même, ça pose un problème de liquidité puisque ce n'est pas tout le monde qui a 200 000 à user sur une seule action d'une seule entreprise. Voilà. Donc, c'est dit qu'effectivement, sur le marché boursier, on peut gagner de l'argent. Merci. D'accord, merci Monsieur Traoré pour les éléments de réponse. Je vois que nous avons beaucoup de questions. Nous vous remercions pour l'engouement et l'attention que vous nous accordez. Donc, il y a une question de Madame Rennes qui déjà félicite Dr Sommet et elle demande s'il peut revenir sur le lien entre les taux d'intérêt et les taux d'inflation. Donc, Dr Sommet vous demande de revenir sur le lien. Merci. Taux d'intérêt et taux d'inflation. Alors, en effet, il y a un lien entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. Alors, lorsque on détient de l'argent qui peut être rémunéré, c'est rémunéré à un taux d'intérêt donné. Alors, par contre, de l'autre côté, pour ce qui concerne l'inflation est l'élément qui fait perdre de la valeur à l'argent qu'on a dans son portefeuille. Alors, lorsque le taux d'intérêt est plus élevé que le taux d'inflation, ce qui veut dire que l'effet corrosif de l'inflation sur la perte de pouvoir d'achat est d'une certaine façon protégé par le taux d'intérêt qui est élevé.
Et si, au contraire, on se retrouve avec un taux d'inflation plus élevé que le taux d'intérêt, cela sous-entend qu'on a perdu donc de la valeur. L'argent qu'on a perdu de la valeur et ne permettra pas de satisfaire les besoins qui étaient donc exprimés ou satisfaits auparavant. Donc, voici un peu ce que je peux dire sur cette relation qui peut exister entre taux d'intérêt et taux d'inflation. D'accord. Donc, on remercie Dr. Sommet pour l'élément de réponse apporté. Je pense que, Madame Reine, vous avez quand même eu des éléments de réponse à votre question. Monsieur Nikema qui félicite le docteur Sommet pour la qualité de la présentation. Monsieur Compaoré Oui, je demande... souhaiterais rapidement ajouter un complément. D'accord, d'accord, allez-y. D'accord. Donc, je pense que quand j'avais repris la main par rapport donc à la présentation, j'avais dit que pour les 2, on va dire quoi, 2,23% qu'il avait présenté, ça c'est la partie fixe en fait. Et de l'autre côté, c'est le taux d'inflation. Donc, la partie variable était indexée sur le taux d'inflation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ici, il y a un taux d'inflation de 3%. Qu'un bien vous donne une rémunération de 2,5%, en vrai, vous êtes appauvri. Vous êtes appauvri de 0,5% parce que l'inflation est supérieure donc au taux de rémunération qui vous est donné. Donc, si ce genre de titre, ce genre d'obligation, en fait, quand vous souscrivez, ça veut dire quoi? Peu importe le niveau de l'inflation, vous serez sécurisé parce que vous avez la partie fixe qui est de 2,23 et la partie variable qui est le taux d'inflation. Donc, si aujourd'hui le taux d'inflation est à 3% ou même 5% parce qu'on a vu souvent même qu'on était monté jusqu'à des niveaux de 6%. Donc, supposons même que le taux d'inflation soit de 6%, vous allez voir que les 2,23% fixes vont venir s'ajouter donc au taux d'inflation. Donc, vous serez rémunéré à hauteur, on va dire, donc de 8,23%. Donc, 8,23%, vous avez vos 2,23% et peut-être l'inflation qui agit donc sur l'autre partie. Donc, c'est peut-être la précision que je voulais apporter donc, par rapport à l'explication qu'on pourrait donner. Il ne faudrait pas qu'on voit 2,23% et dire que l'obligation n'est pas rentable alors qu'en banque, on nous donne 3,5%. Donc, c'est dit que c'est indexé donc, au taux d'inflation et ça nous permet de pouvoir nous protéger efficacement contre ce taux-là. Bien entendu, il y a un coût parce que si le taux d'inflation est de 2%, vous vous retrouvez avec un titre qui vous rémunère à hauteur donc de 4,23%. Mais toujours est-il qu'avec ce genre de titre, vous êtes capable de vous protéger contre, on va dire quoi, les fluctuations donc du taux d'inflation. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Traoré. Donc, il y a une question de Monsieur Compaoré Salfo qui demande quels sont les moyens d'approvisionnement du compte titre au niveau de la SA2IF. Les moyens d'approvisionnement. Donc, je pense que je vais répondre à cette question puisqu'on est Ouais. plus dans l'opérationnel. Ok. Donc, à la SA2IF, normalement, on a principalement trois moyens pour pouvoir approvisionner son compte. Donc, aujourd'hui, on a un compte à EcoBank. Donc, vous pouvez aller à la banque EcoBank Burkina et faire donc votre versement directement sur notre compte. Donc, en général, on donne le RIB à nos différents clients lorsqu'ils ouvrent leur compte pour leur permettre de pouvoir faire des approvisionnements aux besoins, pas ce moyen-là. Et vous avez aussi la deuxième option qui est de faire un virement bancaire depuis votre compte bancaire à vous vers notre compte bancaire. Donc ça n'a pas besoin de se déplacer pour aller à la banque. Vous êtes chez vous, vous faites juste un ordre de virement sur donc, le compte de l'ASA2F. Encore une fois, je pense que le RIB de notre société est requis. Donc, en général, donc, comme je disais à l'ouverture du compte, on communique toujours le RIB qui peut être utilisé en ce sens-là. Le troisième moyen qu'on offre aujourd'hui à nos clients, c'est de pouvoir faire un approvisionnement par Orange Money. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir envoyer de l'argent à la SA2F à partir de votre compte Orange Money. Donc, ça facilite en fait la procédure pour le client qui, justement, a la latitude entre ces différentes options. Et on ne s'arrête pas là parce que on est en train de travailler sur d'autres moyens de paiement mobile qui vont rendre encore beaucoup plus rapide les opérations et rendre la chose beaucoup plus inclusive en ce sens que ça va prendre quand même plusieurs moyens de paiement en compte et pour le plus grand bonheur donc de nos clients qui sont de la diaspora. Merci.
D'accord, merci, Monsieur Traoré. Il y a une question de Monsieur Kinda qui souhaite savoir si avec 1 million comme capital, comme exemple pris, est-ce qu'on peut diversifier son portefeuille en plusieurs actions? Bon, je résume un peu ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut diversifier son portefeuille en plusieurs actions ou en sous-actions? Bon, je pense qu'il veut parler des secteurs, voilà, et ainsi que des actions. Et également, il demande quels sont les avantages de la gestion libre et de la gestion sous mandat, ainsi que les charges, c'est-à-dire les coûts qui sont associés, les différents risques liés aux deux types de gestion. Donc, Monsieur Traoré, je Oui, pense que cette question s'adresse à vous. oui, en effet. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour la première question, elle se demande si elle a 1 million. Je passe. Monsieur Kinda. Ah, donc, il se demande s'il a 1 million de Oui, capital, comme exemple, est-ce qu'il peut diversifier ce capital-là sur plusieurs actions et entreprises cotées de la BRVM. Donc, sous-actions, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne pense pas qu'il y ait des sous-actions, il y a juste des actions sur le marché. Donc, il y a juste des Mhm. actions sur le marché. Aujourd'hui, si vous avez 1 million, vous avez la latitude donc de pouvoir répartir ces 1 million sur l'ensemble des actions si vous le souhaitez, ou alors identifier un certain nombre d'actions qui vous intéressent. Parce que tout à l'heure, quand Dr Sommet présentait, on va dire quoi, le thème, il avait en fait présenté une partie où on pouvait voir des secteurs, des secteurs donnés. Donc, il y avait la télécommunication, il y avait les produits de grande consommation, il y avait les services publics. Donc, suivant votre sensibilité par rapport à ces secteurs-là, vous pouvez uniquement cibler les entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Il y a d'autres aussi qui vont dire, bon, eux, ils sont beaucoup plus pris par la liquidité parce qu'à tout moment, ils peuvent vouloir vendre leur titre pour pouvoir les transformer donc en de la liquidité. Donc, il y a quand même des actions qui sont placées dans un indice qu'on appelle le BRVM 30. Donc, on peut acheter les actions qui sont dans ce BRVM 30-là, qui vont nous permettre de pouvoir assurer une certaine liquidité à notre portefeuille. Donc, quand on dit liquidité, c'est la capacité qu'on aura, que notre titre aura à pouvoir être échangé rapidement contre de l'argent sans pour autant engendrer une grande incidence sur le prix. Donc, ça dit qu'on ne va pas vouloir, on ne va pas forcément brader le prix des actions pour pouvoir avoir la liquidité en contrepartie. Donc, on pourra peut-être facilement échanger à son cours du jour pour pouvoir donc générer de la liquidité. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, vous avez la latitude de pouvoir diversifier votre placement sur l'ensemble des actions qui sont cotées si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, les 28,89% de performances qui ont été présentées sur 2024, en fait, ça prend en compte toutes les actions cotées. Donc, ça dit que pour quelqu'un qui a fait 28,89%, ça veut dire que cette personne est rentrée, on va dire quoi, en début de l'année et a acheté toutes les actions, bien sûr, dans les proportions du marché. Et finalement, en fin d'année, il se retrouve donc avec 28,89%. Ça, c'est vraiment de la stratégie passive. Maintenant, quel est l'avantage de la gestion libre par rapport donc, à la gestion sous mandat? Quelles sont les charges, quels sont les risques? Chez nous, comme M. Sommet le disait, en fait, on a deux types de gestion. Donc, la gestion libre et la gestion sous mandat. Le client qui se met en gestion libre, bien entendu, ça veut dire que c'est lui-même qui gère son compte. Le client qui se met en gestion sous mandat, ça veut dire que c'est des ressources en interne au niveau de la SA2Z qui sont mobilisées pour pouvoir donc gérer ce compte-là. Comme il le disait, il y a une équipe, l'équipe de la gestion de portefeuille. Vous avez quand même des analystes, vous avez des gestionnaires de portefeuille agréés qui seront tous mis sur la gestion donc, de votre compte. Naturellement, c'est un service, donc il faut rémunérer ce service-là, en ce sens même que ce service vous permet de pouvoir générer quand même pas mal de performances assez intéressantes. Donc, en gros, la différence fondamentale entre les deux, ce sera que d'un côté, c'est vous-même qui gérez quand vous êtes en gestion libre, et de l'autre côté, c'est nous qui gérons pour votre compte quand vous êtes en gestion sous mandat. En termes de charges, c'est les mêmes facturations pour les deux. À la seule différence que pour la gestion sous mandat, il y a une facturation supplémentaire qui va s'ajouter, qu'on appelle les frais de gestion sous mandat. Donc, chez nous, il est de 2% l'année. Donc, si je prends le cas d'un client, par exemple, qui avait ouvert un compte avec nous en début d'année 2024, en fin d'année, on s'est rendu compte qu'il avait fait 26% de performance. Et sur les 26% de performance, comme on a prélevé nos 2%, on a vu qu'il s'était retrouvé finalement à 24%. Donc, en fin de compte, il se retrouve avec 24% après donc, notre, euh, notre facturation. Et il faut dire quand même que 24%, c'est très appréciable comparé donc aux 3,5% que la banque lui aurait donné sur toute l'année 2024, par exemple. Donc,
Voilà. Et en termes de risques liés aux deux types de gestion, il faut dire que quand vous êtes en gestion libre, c'est vous qui êtes responsable de votre gestion. Donc, on va dire que les risques que vous prenez sont en fonction de votre compréhension du marché. Voilà. Donc, si moins vous en avez de compréhension du marché, plus vous prenez de risques en investissant votre capital. Parce que si vous mettez votre capital sur des choses que vous ne maîtrisez pas, il est possible que vous puissiez le perdre. C'est vrai qu'on a mis quand même pas mal de balises pour éviter que on puisse perdre tout son argent, qu'on ait quand même la latitude de pouvoir réagir quand le titre est en tendance baissière. Mais quand même, il y a ce risque-là. Par contre, pour celui qui est en gestion sous mandat, il confie la gestion à des professionnels en fait du métier. Donc, des analystes qui sont aguerris puisque c'est leur travail. Des gestionnaires de portefeuille qui sont aguerris puisque c'est leur travail. Et d'ailleurs, des gestionnaires de portefeuille agréés. Donc, ça, quand même, ça a un avantage de confier son portefeuille à des gens qui savent ce qu'ils font avec votre argent. Donc, voilà un peu en termes de différence, en termes de charge et en termes donc de risque qu'on peut voir sur ces deux types de gestion. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord, merci, Monsieur Traoré. Je tiens à préciser qu'il nous reste tout au plus 40 minutes pour les réponses aux questions et nous n'avons pas mal de questions. Donc, nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement. Pour revenir à la question de Monsieur Compaoré Salfo qui demandait quels sont les moyens d'approvisionnement du compte titre, il y a Madame Sanou Nadège qui a dit qu'on prend également les chèques. Voilà, donc vous pouvez faire un chèque. C'est aussi un moyen de pouvoir approvisionner votre compte à la SA2IF. Il y a Monsieur Ewen qui remercie l'équipe de la SA2IF pour l'effort de la vulgarisation de l'investissement à la BFVM. Nous donnons l'image d'une SGI très dynamique. Donc, nous vous remercions. Et il demande, est-il possible de recevoir l'enregistrement du webinaire? Donc, pour cette question, je pense que le responsable du système d'information qui est en ligne ainsi que le chargé de communication pourront nous revenir plus tard avec cette information. Je pense à la fin de la session. Il y a Monsieur Hamza qui remercie les communicateurs et sa question, quelles sont les conditions à la SA2IF pour une gestion sous mandat? Quel taux l'investisseur paye à la SGI? Monsieur Traoré. Oui, je pense que j'avais déjà répondu donc à cette Oui. question en disant que, bon, déjà, pour la gestion sous mandat, c'est vraiment la même chose que la gestion libre. Hein. Vous allez remplir quasiment les mêmes documents. C'est peut-être l'information qui va changer. Donc, celui qui se met en gestion sous mandat, il doit être capable de nous dire, par exemple, quel est son profil investisseur, c'est-à-dire que lui, il est quoi? Est-ce il est prudent? Est-ce qu'il est équilibré? Ou est-ce que lui, il aime prendre du risque? Donc, il doit nous définir ça. Il doit nous définir son objectif donc, de placement. Est-ce que lui, il est plus du genre rendement? Est-ce qu'il est plus dans la spéculation ou bien il est mixte, c'est-à-dire qu'il combine en fait les deux en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients, bien entendu. Il doit aussi être capable de nous dire quel est son horizon donc d'investissement, c'est-à-dire que quand lui vient sur le marché financier, il vient au minimum pour combien d'années comme ça? Est-ce que c'est 3 ans? Voilà, donc court terme, moyen terme ou long terme. Donc avec ces informations, on sera capable de pouvoir gérer efficacement son portefeuille. Toutefois, il est bien obligé aussi de nous donner le mandat de gestion. Donc on a dans la documentation ce qu'on appelle un contrat de mandat de gestion que le client doit signer. Donc c'est ce contrat, en fait, qui nous donne, nous, autorisation pour pouvoir gérer donc le compte du client. Donc, voilà à peu près les conditions on va peut-être exiger du client qui se met en gestion sous mandat. Maintenant, pour ce qui est du taux, comme je disais, en termes de facturation, c'est vraiment la même chose. En gestion libre ou en gestion sous mandat, c'est vraiment les mêmes taux qui sont facturés. À la seule différence que pour le client qui est en gestion sous mandat, on va quand même facturer ce qu'on appelle les frais de gestion sous mandat, qui sont de 2% de la valeur du portefeuille en fin d'année. Voilà. Donc, en fin d'année, on va prendre 2% du portefeuille au regard de toute l'activité de gestion qu'on a fait sur le compte du client. Donc, peu importe que vous fassiez 100%, 800% de performance, nous, on va prendre que 2%. Donc, finalement, je pense que c'est pas très cher payé pour les performances qu'on arrive à générer quand même sur les différents portefeuilles. Sur une année, en tout cas. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Traoré. Il y a Monsieur Francis Sidibé qui demande au docteur Sommet s'il y a des indicateurs clés qui montrent la santé et la rentabilité d'une entreprise cotée en bourse. Si oui, quels sont ces indicateurs?
Les indicateurs. Alors, il y Bon, a des je crois indicateurs. que, voilà. Après vous, Monsieur Traoré pourra également appuyer vos éléments de réponse. Merci. Mhm. Alors, il y a des indicateurs qui permettent donc d'apprécier la santé financière d'une entreprise. Alors, on peut déjà observer la marge brute de l'entreprise. Également, on peut analyser le chiffre d'affaires, qui est un élément assez important, qui permet de mesurer donc les ventes des produits de l'entreprise. Également, un des indicateurs qui est bien apprécié par les investisseurs pour apprécier s'il faut investir dans une entreprise ou pas, c'est le résultat net. Alors, c'est à partir du résultat net qu'on définit une proportion qui sera distribuée comme dividende aux différents actionnaires. Donc, c'est un indicateur clé qui permet donc de mesurer la santé, qui permet donc de savoir si cette entreprise dégage des marges qui seront donc susceptibles de distribution au profit des détenteurs de titres de propriété. Alors, il y a plusieurs autres indicateurs ou ratios qu'on peut mesurer. Il s'agit donc du ratio de rentabilité. Également, on peut mesurer donc le fonds de roulement de l'entreprise pour savoir est-ce que l'entreprise arrive à faire face à ces différentes charges. C'est donc des éléments du bilan qu'on peut donc essayer de regarder pour aussi apprécier la santé économique d'une entreprise. Il y a tout un ensemble d'indicateurs qu'on peut donc, à partir du bilan, prélever. Il y a également des agrégats au niveau donc du compte du résultat qu'on peut apprécier pour déterminer si une entreprise a une bonne santé financière ou pas. Et d'ailleurs, ce sont ces indicateurs qui font l'objet de notations parce qu'il y a des entreprises qui font l'objet de notations avant l'introduction en bourse. Et donc, c'est des structures indépendantes qui vont donc utiliser ces indicateurs pour mesurer l'état de santé de cette entreprise en vue de donner une note et de permettre aux autorités de régulation du marché de prendre la décision de l'introduction de cette entreprise en bourse ou pas. Alors donc, voici quelques éléments que je peux ajouter si M. Traoré peut ajouter d'autres éléments d'appréciation. D'accord. Donc, Monsieur Traoré, sans vous relever. avez tout au plus 2 minutes pour D'accord, votre complément. d'accord. D'accord, merci à la conscience. Donc, pour dire quoi, je pense que M. Soumi a passé en revue quasiment tous les indicateurs qu'il faut regarder. Peut-être ajouter rapidement que, en termes de marge, quand même, il est aussi important de pouvoir regarder donc l'évolution de la marge de BE dans le temps. Et ça peut nous donner donc des indications sur la trajectoire que l'entreprise prend et même sur sa santé financière, bien entendu. Il y a également la marge nette, donc qui nous permet de pouvoir mesurer la proportion du bénéfice qui a été généré par rapport au chiffre d'affaires. Donc, vous savez que entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, il y a pas mal de charges qui rentrent en ligne de compte. Donc, est-ce que quand même l'entreprise arrive à évoluer par rapport donc à sa marge nette? Est-ce que l'entreprise devient de plus en plus performante de sorte à ce qu'elle génère beaucoup plus de bénéfices sur les mêmes niveaux donc, de chiffre d'affaires dans le temps? Donc, ça, c'est des indicateurs très appréciés à l'analyse. Maintenant, pour pouvoir analyser tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse avoir un endroit où collecter les données. Donc, il faut savoir que les entreprises qui sont cotées, en général, vont communiquer leurs états financiers en fin d'année, mais vont également aussi communiquer avant même la fin d'année leur rapport d'activité sur le trimestre, le semestre et puis
on va dire quoi, les 9 premiers mois donc d'activité. Donc, chaque 3 mois, ils vont faire le point de leur activité pour dire, après 3 mois d'activité, voilà où nous en sommes. Voilà combien on a fait comme chiffre d'affaires, donc vente. Voilà combien on a fait comme résultat net, donc bénéfice. Ils vont le faire aussi sur les 6 mois d'activité, sur les 9 mois d'activité et en fin d'année, en fin de compte. Donc, c'est dit qu'à partir donc, du site de la BRVM, vous serez capable de pouvoir télécharger les états financiers, les rapports d'activité de toutes ces entreprises-là et de pouvoir comprendre en fait l'évolution des chiffres. Parce que dans le rapport d'activité, ils expliquent si on a fait 2% de variation du chiffre d'affaires, voilà pourquoi on a fait 2%. Si on a fait moins 5% du résultat net, voilà pourquoi on a fait moins 5%. Donc, c'est les éléments d'appréciation qui vont nous indiquer donc, dans le choix de ces entreprises-là. Et il faut dire aussi que le prix auquel on achète l'entreprise aussi est très important. Donc, en cela, les analystes sont amenés à faire ce qu'on appelle des valorisations. Donc, il y a pas mal de méthodes qui sont utilisées, comme par exemple le DCF, ou alors, on va dire quoi, la méthode des comparables, et pas mal d'autres méthodes qui sont utilisées pour pouvoir déterminer la valeur réelle de l'action et comparer le prix donc de l'action à sa valeur réelle. Donc, si le prix est au-dessus de la valeur réelle, ça voudra dire que l'action est surévaluée, donc on va attendre. Par contre, si le prix de l'action est inférieur à sa valeur réelle, ça voudra dire que l'action est sous-cotée. Donc, on va l'acheter parce que toujours est-il que dans le temps, le prix de l'action rejoint toujours la valeur de l'entreprise, donc les fondamentaux. Voilà un peu la contribution que je pourrais apporter par rapport donc à cette question. Merci. Merci, Monsieur Traoré. Vous voyez toute l'expertise qui est déployée par nos experts. Donc, nous vous attendons massivement à la SADCF pour de nombreuses ouvertures de compte. Nous comptons sur vous. Donc, il y a une question. On demande à savoir qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? Voilà, la personne aimerait savoir ça, car elle n'a pas une compréhension en la matière. Donc, Monsieur Traoré. D'accord. Donc, un fonds commun de placement, comme son nom l'indique déjà, c'est un fonds, mais c'est un fonds qui appartient donc à plusieurs investisseurs. Donc, aujourd'hui, vous avez des sociétés qu'on appelle des LGO, qui viennent donc en complément des LGI. Ces sociétés-là jouissent d'un agrément auprès du régulateur et cet agrément leur permet de pouvoir commercialiser ce qu'on appelle des fonds. Donc, vous voyez qu'à la LGI, quand vous venez ouvrir un compte, c'est un compte individuel, donc c'est un compte uniquement que pour vous. Quand vous allez dans une LGO, vous allez investir dans un fonds. C'est du quoi? C'est une coquille qui est créée à l'intérieur de laquelle plusieurs investisseurs vont venir mettre de l'argent. Donc, on mutualise les fonds, on les utilise pour faire du placement. Donc, la différence entre, on va dire quoi, le fonds commun de placement et la gestion sous mandat qui est fait à la SGI, c'est quoi? C'est que le fonds de placement, ils vont juste vous dire, vous avez souscrit à tel fonds, voilà sa progression dans le temps. Mais ils ne vont jamais vous dire, tel fonds a acheté telle action, telle action, telle action, ou telle obligation, telle obligation, telle obligation. Non. Cette information est rendue confidentielle. Toutefois, le fonds est tenu dans l'obligation de vous informer quant à l'évolution de sa valeur liquidative. C'est comme ça qu'on appelle. La valeur liquidative, en fait, c'est le prix d'entrée dans le fonds à l'instant T ou bien le prix de sortie du fonds à l'instant T. Donc, ça donne la valeur d'une part. C'est ce qu'on appelle la valeur liquidative. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez souscrire un fonds commun de placement, on va vous communiquer la valeur liquidative. C'est-à-dire, voilà le prix d'une part. Et vous, vous aurez la latitude d'acheter autant de parts que vous le souhaitez, en tenant compte du prix d'une part. Donc, si vous avez l'argent de 10 parts, vous allez acheter pour 10 parts. Si vous avez l'argent de 15 parts, vous allez acheter l'argent de 15 parts. Et comme je dis en général, l'avantage d'être dans un fonds commun de placement, c'est que comme les fonds sont mutualisés, ils ont un pouvoir de négociation. Donc, à supposer que vous seul, vous allez peut-être mobiliser 1 million, mais dans la mutualité, on peut mobiliser 5 milliards. Donc, avec 5 milliards, quand je vais acheter un titre, je peux largement négocier pour dire il faut rabaisser ton prix à telle valeur pour que je puisse prendre. Donc, ça fait que j'ai acquis les titres avec une certaine décote, donc j'arrive à générer une certaine performance. Mais en même temps aussi, il faut savoir que quand on est à la LGI, comme je dis, bon, par la LGI, on ne voit pas, en tout cas pour les fonds communs de placement, on ne voit pas les titres dans lesquels on investit. Par contre, à la LGI, on voit. Et plus intéressant encore, c'est que la LGI, de par son agrément, est aussi apporteur d'affaires pour donc, ces LGO, donc ces fonds communs de placement. C'est dit quoi? Aujourd'hui, vous pouvez passer par votre LGI pour souscrire à un fonds commun de placement. Et en général, comme la LGI est en partenariat avec le fonds commun de placement, vous allez voir que vos frais de souscription seront moindres par rapport donc à si vous partez directement peut-être par exemple, pour souscrire.
Donc, voilà un peu les avantages que cela peut présenter. Voilà ce qu'on appelle en général un fonds commun de placement. Mutualisation de fonds pour investissement. D'accord. Merci, Merci. Monsieur Traoré. Euh, il y a Monsieur Sawadogo Lassané qui demande comment faire pour gérer son compte soi-même. Ouais, bon, vous allez répondre juste en 1 minute. Je pense qu'après les autres questions, on pourra essayer de l'écrire également et apporter des éléments de réponse. Donc, en 1 minute, vous Mhm. pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut gérer son compte soi-même. Merci. Alors, je vais dire un mot et puis M. Traoré va compléter. Alors, pour gérer son compte soi-même, déjà, il faut commencer à s'informer, à se former, surtout à se former dans l'analyse des marchés financiers. Alors, se former déjà pour savoir quels sont les différents indicateurs qu'on peut analyser pour pouvoir apprécier la santé financière d'une entreprise euh, dont on veut acheter des actions ou bien des obligations. Et une fois donc cette formation faite, c'est toujours mieux de s'approcher encore des gens qui sont aguerris à la matière pour les initiations de début, pour permettre d'avoir une meilleure compréhension avant de pouvoir faire des transactions soi-même à partir de son portefeuille. Alors, Monsieur Traoré, si vous avez d'autres éléments. Bon, je pense que vous avez déjà tout dit. Peut-être à ajouter rapidement que, au-delà de la formation, il faut que le client crée un compte en gestion libre. Donc, il aura la main sur la gestion de son compte. D'accord. Merci, Monsieur Traoré. Je pense qu'après, on va prendre la tâche avec le client pour également apporter des éléments de réponse s'il le souhaite. Il y a Monsieur Adama Ouedraogo qui, je cite, aimerait témoigner sa gratitude à la SA2IF et à toute son équipe dynamique. Merci pour tout ce que vous faites pour les populations. Nous vous remercions également, monsieur, pour l'encouragement. Donc, ces questions sont les suivantes. Comment acheter une action à un bon prix? Et quels sont les qui permettent de détecter les entreprises dynamiques qui ont une bonne croissance? Je pense que M. Traoré avait apporté des éléments de réponse. Donc, juste pour résumer, M. Traoré, vous pourrez revenir en quelques phrases sur ça. D'accord. Déjà, il faut être à l'affût de l'information financière. Donc, il y a pas mal de plateformes aujourd'hui qui font de la communication financière. Et la SA2F aussi le fait. À travers donc, notre groupe WhatsApp. Je pense que Christian pourra mettre le lien pour que tout un chacun puisse rejoindre donc, ce groupe pour être informé. Donc, au-delà de l'information financière, comme M. Soumé l'a dit, il faut se former également. Donc, c'est important la formation, en ce sens que ça nous aide à prendre des décisions éclairées. Donc, on prend des décisions en connaissance de cause. Et par la suite aussi, il faut savoir faire des analyses. Donc, en lisant les différents rapports d'activité, en analysant les différents états financiers, on doit être capable de pouvoir faire de l'anticipation. Donc, quel sera donc le résultat de l'entreprise dans les prochains jours. Et en fin de compte, il faut savoir faire ce qu'on appelle les valorisations. Donc, la valorisation nous permet justement de pouvoir identifier le prix, la valeur réelle d'une action. Donc, cette valeur réelle d'une action qui est déterminée est comparée au prix qui est pratiqué sur le marché. Donc, en fonction de cette comparaison, on peut savoir si le prix qui est pratiqué est au-delà de la valeur réelle de l'entreprise. Comme je disais, ça veut dire que c'est surévalué. Ou alors de dire que le prix qui est pratiqué est en dessous de la valeur réelle de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'action est sous-évaluée. Et quand c'est sous-évalué, c'est un signe d'achat. Quand c'est surévalué, c'est plutôt un signe de vente ou alors un signe d'abstention, on va dire. D'accord, merci Monsieur Traoré. Il y a Monsieur Cédric Sangaré qui demande qu'en est-il de ceux qui ont acheté les actions sans fils? Encore Monsieur Traoré. C'est une très bonne question. Par contre, c'est une question très difficile. Donc, il faut dire que le cas de Sankfis est très particulier parce que Sankfis, il faut savoir que toute entreprise qui veut venir en bourse doit forcément passer par le marché primaire d'abord. Et après le marché primaire, arrive au marché secondaire. Donc, le marché secondaire, c'est la BRVM. Donc, sur le marché primaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller acheter les actions de l'entreprise donnée. Du coup, pour Sankfis, comme il devait passer par le marché primaire avant d'arriver sur le marché secondaire,
les investisseurs sont venus acheter les actions de l'entreprise. Donc, quand c'est comme ça, ils vont directement dans la poche de l'entreprise et en contrepartie, l'entreprise donne des titres. Donc, vous devenez actionnaire, donc propriétaire de l'entreprise. Et ce qui veut dire que si vous êtes propriétaire de l'entreprise, vous courez le risque de l'aventure avec l'entreprise. Si l'entreprise gagne, c'est vous qui gagnez. Si l'entreprise perd, c'est vous qui payez. Donc, ça, c'est le principe des actions. Maintenant, la première phase étant terminée, il faille maintenant qu'il y ait la cotation sur le marché secondaire, donc au niveau de la BRVM. Sauf que pour avoir la cotation sur la BRVM, il faut que la BRVM donne son accord. Initialement, ce qui était prévu, c'est que Sankfis devait intégrer le compartiment PME8. Donc, c'est un compartiment qui n'a pas encore accueilli des titres. Je pense qu'ils sont en train de regarder, on va dire quoi, les titres qui peuvent rentrer dans ce compartiment-là. Et en fin de compte, la BRVM n'a pas voulu la cotation. Donc, jusqu'à présent, les échanges sont en cours entre la BRVM et l'AMF ainsi que l'émetteur et l'arrangeur, c'est-à-dire la SGI en Côte d'Ivoire qui a fait donc l'opération. Donc, il faille qu'ils trouvent une entente et sur la base de cette entente, on saura si finalement l'action sera cotée ou pas. Mais il faut savoir que tant que l'action n'est pas cotée à la BRVM, les investisseurs qui ont acheté l'action sur le marché primaire ne peuvent pas s'échanger l'action entre eux, donc sur la plateforme de la BRVM. Il faut d'abord la cotation pour ça. Maintenant, comment ça peut se passer? Peut-être si vous trouvez quelqu'un dans la rue qui est intéressé par reprendre vos actions, on peut le faire sur le marché de gré à gré. Mais sur le marché financier, vous ne pourrez pas tant que la cotation ne sera pas faite. Donc, comme je dis actuellement, les échanges sont en cours et quand ils vont se décider, ils pourront nous dire quelle a été la décision finale qui a été prise. Mais toujours est-il que pour ceux qui ont acheté les actions Sanfis, ils sont propriétaires de Sanfis. Donc, si Sanfis fait des bénéfices, les bénéfices seront partagés et ils vont recevoir leurs bénéfices. Par contre, si Sanfis ne fait pas de bénéfices, bon, ils ne pourront rien recevoir du tout. Et le fait que le titre ne soit pas aussi coté sur le marché financier, donc le marché secondaire, ça fait que le prix ne change pas. Parce que comme vous le savez, sur le marché financier, c'est les investisseurs qui s'échangent les titres entre eux. Donc leurs échanges, le prix qu'ils pratiquent pour leurs échanges définit en fait la valeur de l'action. Donc plus ils échangent, plus le prix commence à monter. Donc, étant donné que le titre n'est pas encore sur le marché secondaire, son prix est resté figé. Ce qui veut dire que normalement, si la SGI vous facture les frais de tenue de compte et autres, normalement, vous devez être négatif si vous avez investi uniquement que sur du sanctuaire. C'est pourquoi il est très important de pouvoir diversifier ses placements. Comme on le dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, il est important quand même de pouvoir acheter plusieurs types d'actions, de sorte à ce que le risque qui est généré sur une action puisse être compensé en fait par une autre action qui peut se comporter au mieux, quoi. Donc, voilà à peu près la situation pour ceux qui ont éventuellement acheté les titres sans fils. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Traoré. Je précise, il nous reste environ 17 minutes. Il y a une question de Madame Sandrine Sawadogo, déjà qui remercie les communicateurs, car elle apprend beaucoup. Et sa question, c'est, point de vue, quel type de placement la SA2IF conseille? Un placement sur un horizon de 3 ans, 5 ans ou plus, lequel serait le plus rentable? Euh, oui. Vous voulez répondre, docteur? Non, allez-y. D'accord. Donc, c'est de dire en fait que, comme on le disait, en tout cas sur notre marché financier, on a vu que sur le long terme, le marché est très rentable. Voilà, donc ça, c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que nous, on conseille en général? Sur les aspects où on peut conseiller, c'est vraiment sur le risque, le profil risque du client. Donc, on va lui poser un certain nombre de questions pour comprendre en fait l'objectif qu'il poursuit en venant investir. Donc, sur cette base-là, on va lui recommander un profil de risque donné. On va dire, bon, au regard des réponses que vous avez apportées, votre profil de risque, c'est plus du prudent ou alors c'est plus du risqué. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est indécis entre les deux, c'est-à-dire qui est partagé par l'attractivité du rendement qu'on peut faire quand on est risqué et par la sûreté de nos avoirs qu'on peut avoir quand on est prudent, on va lui dire, bon, comme vous êtes partagé entre les deux, allez-y plutôt pour un profil équilibré. Donc, il faut savoir que le type de profil qu'on choisit conditionne les rendements qu'on aura. Celui qui est sur du prudent, bien sûr, on investit principalement dans les obligations. Et comme on l'a montré ici, en général, les taux vont tourner autour donc, de 5%, 7%, 6%. Donc, ils vont avoir des rendements dans ce genre d'ordre-là. Donc, ce qui est plus faible. Par contre, sur les actions,
S'ils partent principalement sur les actions, vous allez voir qu'ils vont avoir des rendements de l'ordre de 20%, 30%, 70%, 80% et bien au-delà. Donc, ça dépend de la dynamique du marché. Pour les équilibrer, donc, ils seront partagés entre ces deux. 50% sur les obligations, 50% sur les actions. Les 50% sur les actions génèrent de la rentabilité. Les 50% sur les obligations donnent la stabilité au portefeuille. De sorte à ce que si jamais du côté des actions, c'est pas bon, le côté des obligations permet de contrebalancer. De sorte à ce que même pour une mauvaise année, le client ne ressent pas. Donc, la plupart du temps, quand les clients sont indécis, nous, on leur recommande d'aller sur du profil équilibré. Maintenant, après, il y a le rendement, enfin, l'objectif donc de placement. Est-ce qu'on veut du rendement, c'est-à-dire est-ce qu'on veut pouvoir encaisser de l'argent chaque année, ou alors est-ce qu'on est plus du genre à pouvoir à vouloir faire des spéculations, donc rentrer, faire des allers-retours plusieurs fois sur un même titre, l'idée étant d'acheter le titre au prix le plus bas possible, le revendre au prix le plus haut possible, revenir encore acheter au prix le plus bas possible et revendre au prix le plus haut possible. Ça, c'est vraiment de la spéculation. Donc, on va essayer de voir à peu près le client, il est dans quelle dynamique. Donc, en fonction de la dynamique, on va lui recommander un profil. Sinon, si on se rend compte que le client, il est un peu partagé entre les deux, on va lui recommander un profil mixte. Donc, horizon de placement, enfin, objectif de placement, on va dire mixte. En tout cas, en général, moi, personnellement, c'est ce que je recommande aux clients. En tout cas, qui sont en gestion sous mandat. Maintenant, pour ce qui est on va dire quoi, oui, c'est bon. Je pense que c'est après l'horizon de placement. Est-ce que l'horizon de placement, c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans? Comme moi, j'ai dit, hein, l'horizon recommandé, c'est 2 ans. Donc, 2 ans recommandés, mais vous pouvez décider que vous allez investir quelque chose du 1 mois, du 6 mois, du 3 mois. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, on ne va pas vous imposer quelque chose, c'est vous qui décidez. Mais si on doit vous recommander, peut-être qu'on va vous recommander 2 ans. Voilà, il faut attendre peut-être 2 ans, ou bien au minimum 1 an, pour commencer à juger de la gestion qui est faite sur votre compte. Voilà, donc voilà à peu près les réponses, les éléments de réponse que je peux apporter donc à cette question. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Traoré, pour vos réponses et pour votre disponibilité. Il y a Monsieur Sanou Aboubakar qui aimerait savoir est-ce que c'est possible de faire la gestion libre de son compte tout en bénéficiant des conseils de nos experts? Si oui, à quoi est-ce qu'il puisse s'attendre comme frais? D'accord. Pour répondre à cette question, il faut dire que aujourd'hui, nous, en tant que LGI, on a tout intérêt à ce que notre client soit satisfait, donc qu'il gagne beaucoup d'argent. Plus il gagne beaucoup d'argent, plus il a la confiance en le marché, plus il augmente ses avoirs qu'il a chez nous. Donc, nous, on est tout contents, ils sont tout contents. Donc, ce qui se passe, c'est que nos clients qui sont en gestion libre, comme je dis, on a déjà un groupe WhatsApp. Sur ce groupe WhatsApp, déjà, on fait l'effort de communiquer largement, aussi bien sur l'aspect formation. Donc, s'ils ont des préoccupations, ils les posent pour qu'on puisse les éclaircir. Aussi bien sur l'aspect information. Donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, par exemple, telle entreprise va verser les dividendes à telle période, on informe. Tel pays va payer les intérêts sur les obligations, on informe. Donc, pour qu'ils puissent au plus vite disposer de l'information et prendre les décisions adéquates qui vont s'ajuster à cela. Et il n'est pas aussi exclu qu'on envoie aussi des notes, notamment la note sur le Conseil des ministres, la note sur la revue des matières premières. En tout cas, il y a pas mal de notes comme ça qui est partagée donc aux clients pour leur permettre de pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, d'être informé, de prendre des décisions éclairées. Maintenant, ces notes qu'on envoie, en général, on met toujours un disclaimer. Le disclaimer qui dit que c'est vraiment des informations à titre, enfin, on va dire quoi, des éléments à titre informatif. Donc, on informe juste le client. C'est pas une sollicitation à la transaction, c'est pas une recommandation. On vous dit juste, voilà ce que nous on pense de la chose. On vous dit jamais, voilà ce que vous devez faire. Donc, c'est à chacun, en tant que client gestion libre, de prendre sa décision en fonction de l'information dont il a pris connaissance. Voilà. Et si le client veut que nous, on lui dise, bon, il faut acheter ça, il faut vendre ça, il faut acheter ça, il faut vendre ça, dans le cas d'espèce, il vient nous voir et on signe un contrat donc, de recommandation. Donc, c'est dit que sur la base de ce contrat, on va définir les engagements de la SA2F vis-à-vis du client et on va définir également les engagements du client vis-à-vis de la SA2F. Donc, sur la base de ce client, de ce contrat-là, nous, on va faire des recommandations au client. On va dire, bon, bah, par exemple, on pense que vous pouvez acheter tel titre pour tel prix. Et voilà le gain potentiel auquel on pense que vous pourrez arriver. Bien entendu, dans le cas de ce contrat, il a la possibilité de suivre nos recommandations ou non. Mais toujours est-il que nos recommandations nous engagent vis-à-vis du client en question. Donc ici, il n'y a pas à faire de non,
On a mis disclaimer pour dire non, c'est information, non. Quand il y a le contrat nous engage vis-à-vis du client. Donc, toutes les informations qu'on apporte nous engagent. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question. Merci. D'accord. Il y a une question de Monsieur Lago Alexandre qui demande, au vu du retrait de nos trois pays de la CEDEAO, quel est le risque sur le marché boursier? Voilà, donc ça c'est à nos experts. Déjà, qu'est-ce que vous pensez et quel peut être le risque sur le marché boursier? Merci. Alors, pour répondre à cette question, je pense que les trois pays appartiennent à l'espace CEDEAO, alors que la BRVM se trouve dans l'espace IMOA, où ces trois pays sont toujours des pays membres. Donc, leur retrait de l'espace CEDEAO n'a pas véritablement un impact sur le fonctionnement du marché boursier, sauf si, effectivement, éventuellement, il y a des rumeurs que ces pays se retirent de l'espace UMOA. Sinon, pour le moment, on ne constate pas des risques des agrégats au niveau du marché de la BRVM et même sur le marché financier en général. Donc, D'accord. oui, bon, pas tellement de risques. Il ne faut pas s'angoisser pour quelque chose qui n'existe pas pour le moment. Donc, du coup, non, le retrait des pays de l'AES, de l'espace CEDEAO, n'influence pas le cours donc, des actions ou des obligations sur le marché de la BRVM. D'accord. Monsieur Fabré, juste 30 secondes pour votre intervention aussi sur le sujet. Oh, en 40 secondes, ça risque d'être un peu chaud quand même. C'est un sujet quand même assez important dont il faut parler. Mais bon, je vais essayer. Il faut dire que comme docteur Sommet l'a dit, pour l'instant, l'ordre du jour n'est pas au retrait de l'UEMOA. Parce que bon, les pays ont dit on se retire de la CEDEAO, mais ils n'ont jamais dit on se retire de l'UEMOA. Parce qu'il faut savoir que sur l'UEMOA, sur la zone UEMOA, bien sûr, ils peuvent aller mobiliser des fonds. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'État a lancé un APO pour collecter 120 milliards de francs CFA, les 120 milliards de francs CFA ne sont pas collectés uniquement qu'auprès des investisseurs burkinabés. Donc, c'est parce qu'on est dans la zone UEMOA qu'on a la possibilité de pouvoir lancer ces emprunts sur le marché régional et les investisseurs à travers toute la zone nous apportent du capital. Donc, c'est un moyen de financement pour l'État et ça élargit ses horizons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si, par exemple, les institutions burkinabées vont partir à grande partie, il y a aussi une partie qui peut venir, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a une partie qui peut venir du Bénin, il y a une partie qui peut venir du Togo. Donc, ça aide l'État à pouvoir véritablement mobiliser les ressources pour pouvoir faire ses investissements, donc réaliser ces différents projets. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a intérêt donc à renoncer à? Bon, pour l'instant, je ne pense pas. Et Dieu merci pour nous, aucun État n'a encore dit qu'il se retire de la zone UEMOA. Et encore heureux, parce que comme Monsieur Sommet le disait, je pense qu'on ne va pas s'angoisser pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est ce que je pourrais dire. D'accord, merci. Nous avons beaucoup de chroniques de Boubacar et de M. Traoré Chek. Donc, un compte titre joint, c'est-à-dire deux ou plusieurs personnes peuvent investir. Et quel taux perçoit la SA2IF un compte géré par elle-même, on va dire. Oui, il est tout à fait possible d'avoir des comptes joints. Donc aujourd'hui, les clients, quand ils viennent ouvrir des comptes chez nous, ils peuvent ouvrir un compte pour eux-mêmes ou alors un compte pour eux et leurs enfants ou alors un compte pour eux et leurs femmes. Donc c'est vraiment possible. Donc en même temps que vous pouvez ouvrir un ou plusieurs comptes, vous pouvez ouvrir un compte pour plusieurs personnes. Donc ça, c'est vraiment pas exclu. Et il y a même des clubs d'investissement qui s'organisent et puis qui viennent ouvrir un compte au nom du club. Donc, vous savez que dans un club, il y a plusieurs personnes. Donc, on ouvre le compte au nom du club. Un seul compte pour plusieurs personnes. Et si jamais on nous confie la gestion, comme je dis, c'est les mêmes choses. Quand le client est en gestion libre, les frais qu'il paye, c'est les mêmes choses que le client en gestion sous mandat paye. Mais la seule différence maintenant que pour le client en gestion sous mandat, il va payer
les frais de gestion sous mandat en plus. Donc, ces frais de gestion sous mandat en plus sont estimés à 2% de la valeur du portefeuille. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous, par exemple, du 12% pour vous. Du 12%, il ne faut pas considérer que vous avez tous les 12%, il faut considérer que vous avez peut-être 10% en termes de net au final. Parce que, comme je dis, c'est des moyens, c'est des ressources humaines qui ont été mobilisées à la gestion de votre compte. Voilà, c'est les gens qu'on a payés qui viennent travailler pour gérer votre compte, pour vous permettre de gagner de l'argent naturellement. Il faut que la société puisse se rémunérer par rapport donc à ce service qui est fourni. Je pense que ce sont les éléments de réponse que je pourrais apporter à cela. D'accord, merci, Monsieur Traoré. Il y a Monsieur Compaoré Eugène qui demande si le taux d'inflation dont le docteur Sommet a parlé, est-ce que ce taux d'inflation est indexé en fonction du taux de chaque pays de l'UEMOA? Wow, ça c'est une très belle question. Mhm. Ça, c'est une très belle question. Euh, je ne pense pas. C'est Non. vrai que quand on structure l'opération, allô? Oui, allez-y. Oui, ok. Donc, c'est vrai que quand on structure l'opération, on peut dire par exemple que le taux d'inflation qui sera retenu, c'est le taux d'inflation régional. Donc, ça veut dire quand on va faire le point, quand la BCA va dire au final, la région UOMOA est ressortie à un taux de 3%. Donc, c'est ce taux-là qu'on va considérer. Ou bien on peut dire, c'est le taux d'inflation du pays qui émet. Donc, aujourd'hui, celui qui fait les taux avec l'esprit, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire peut dire que le taux d'inflation qui est considéré, c'est le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, en fait. Mhm. Donc, pour ceux dans les pays, qui sont dans les pays où le taux d'inflation est moindre que la Côte d'Ivoire, ils seront bien heureux en achetant ces obligations-là. Maintenant, pour ceux qui sont dans les pays où le taux d'inflation est en général plus élevé que la Côte d'Ivoire, ça peut être aussi peu rentable pour eux. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre du titre et puis de ce qui sera mentionné dans la note d'information. Donc, il faut savoir que chaque fois que l'État émet, il y a toujours une note d'information qui accompagne en fait l'opération. Donc, la note Mhm. d'information va vous donner toutes ces spécifications-là par rapport à l'opération, ce qui va vous permettre de pouvoir prendre une décision éclairée. Merci. Docteur Sommet, si vous avez des compléments, je tiens à rappeler qu'il nous reste 2 minutes et il y a encore 5 à 6 questions. Donc, on Oui. continue ou on arrête pour Oui, répondre. on On prend fait d'autres ça questions. Je pense que sur la question, M. Traoré a très bien répondu. OK. Donc, la question de Monsieur Mohamed Souré, il demande si la SA2IF a un fonds commun de placement dans lequel les clients peuvent investir. Donc, je pense que Monsieur Traoré avait développé ça dans sa première intervention. Mais pour rappel, vous pourrez revenir dessus en une minute, Monsieur Traoré. D'accord. Donc, rapidement, la SA2F n'a pas encore de SGO, mais c'est prévu pour très prochainement. Mais comme je disais, la SA2F en tant que SGI est d'office apporteur d'affaires pour les SGO. Donc, en voie de conséquence, on peut souscrire pour le compte de nos clients à des produits FCP. Donc, comme on est en partenariat avec eux, en général, quand le client passe par nous pour pouvoir souscrire à ces FCP-là, il a la possibilité de pouvoir les acquérir avec des frais d'entrée un peu plus bas. Donc, si par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, souscrire au fonds commun de placement de la SWAGA, qu'on est en partenariat avec SWAGA, vous allez voir que peut-être pour les frais d'entrée, si c'est 0,5%, vous allez peut-être payer 0,3%. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un avantage à passer par la SA2F. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre portefeuille où vous allez avoir les actions, les différentes lignes d'action, vous allez aussi avoir la ligne des OPCVM. Et ce qui va vous permettre de pouvoir faire le suivi de la variation de votre titre OPCVM depuis notre plateforme. Donc, vous avez l'ensemble de vos titres qui sont matérialisés, y compris les fonds communs de placement dans lesquels vous investissez. Donc, voilà la réponse que je peux porter à cette question. Merci. Merci, Monsieur Traoré. Il est présentement 11h30, mais nous avons encore 5 questions. Donc, nous allons vous demander de nous accorder tout au plus 10 minutes pour répondre aux différentes questions et on va clore la séance. Donc, il y a une question de Monsieur Sangaré Cédric qui demande comment déterminer les proportions des actions à acquérir pour adopter une stratégie passive.
Et une autre question de Monsieur Benjamin qui souhaite savoir, pour quelqu'un qui n'est pas dans la zone UEMOA et qui réside en Europe, est-ce qu'il peut investir à la BNV? Merci. Je pense que monsieur Traoré a du travail ce matin, hein. Oui, effectivement. D'accord. Je vais essayer de répondre donc à ces différentes questions. Déjà, pour celui qui veut se mettre en stratégie passive. Donc, il faut savoir que pour se mettre en stratégie passive, ça voudra dire que vous allez d'abord identifier l'indice sur lequel vous allez pouvoir vous calibrer. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez vouloir vous calibrer sur le BRVM Énergie, donc les entreprises qui sont dans l'énergie? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez vous calibrer sur le BRVM, je sais pas moi, BRVM service public, par exemple, donc les entreprises qui sont plus dans le service public, ou BRVM télécommunication pour les entreprises qui sont dans la télécommunication. Donc, c'est à vous de définir ces indices-là sur lesquels vous allez vous calibrer parce que c'est ça la définition d'une stratégie passive par excellence. Donc, vous allez juste répliquer un indice et vous n'allez rien faire par la suite. Donc, la performance de l'indice sera aussi la performance de votre portefeuille. Ce qui veut dire il faut identifier les indices les plus performants dans lesquels placer son argent. Maintenant, si vous prenez le marché dans sa globalité, bien sûr, il y a un indice qui permet de mesurer le marché dans sa globalité, qu'on appelle le marché action dans sa globalité, qu'on appelle le BRVM Composite. Donc, le BRVM Composite, il y a un ensemble d'actions dedans. Donc, autant dire, il y a toutes les actions qui sont cotées à la BRVM. Et pour pouvoir identifier les proportions dans lesquelles investir, il faut regarder la capitalisation totale. Donc, on va vous dire, par exemple, sur les actions, la capitalisation totale est de 10 000 milliards. 10 000 milliards. Et dans les 10 000 milliards, vous allez peut-être avoir la capitalisation totale, capitalisation boursière totale de Sonatel, par exemple, ou alors de Onatel, ou alors de Orange Côte d'Ivoire, etc. Donc, comme vous avez la valeur de la capitalisation boursière de chacun, vous allez reporter ça à la capitalisation boursière totale. Donc, si aujourd'hui on a 10 000 milliards, que l'autre fait 200 milliards, donc on fait 200 milliards là, ça représente combien dans les 10 000 milliards? Donc, ça va nous donner un certain pourcentage. Donc, à supposer que Sonatel nous donne 20%, Orange Côte d'Ivoire nous donne à peu près 18%, euh, SMB, supposons, hein, nous donne, je ne sais pas moi, 5%, etc., etc. Ça voudra dire que mon argent qui est de 1 million ou bien de 100 000, je vais prendre 20% pardon, que je vais mettre sur Sonatel. Je vais prendre 18% que je vais mettre sur Orange. Je vais prendre 5% de mon argent que je vais mettre sur SMB. Donc, une fois que j'aurai fini de faire tout ça, on dira que j'aurai répliqué en fait l'indice. Ce qui veut dire que je suis en stratégie passive, je ne fais plus rien après ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand l'indice va monter, moi aussi, mon portefeuille va monter. Quand l'indice va baisser, mon portefeuille va baisser. Mais quand même, il est important aussi par moment de pouvoir faire un certain suivi au cas où il y a de nouvelles actions qui rentrent à la cote parce que quand une nouvelle entreprise arrive, bien sûr, la répartition des taux change. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, Sonatel est à 20%. Peut-être s'il y a une nouvelle entreprise qui vient, Sonatel ne sera plus peut-être à 20% de la captation boursière parce que lui, sa captation boursière va venir s'ajouter à la captation boursière totale du marché. Donc, peut-être que Sonatel va se retrouver à 19%. Donc, il va falloir aussi faire des ajustements en fonction donc des mutations qu'il peut avoir sur le marché au besoin. Mais globalement, c'est ça la stratégie passive. Malheureusement, sur notre marché, on ne peut pas acheter directement un indice, on est obligé de repliquer cet indice-là. Par rapport à la deuxième question, est-ce que si on est hors de la zone UEMOA, on peut investir sur la BFM? Oui, effectivement. On a des clients qui sont aux États-Unis, en France, au Canada, etc. Donc, les clients sont répartis un peu partout. À la seule condition que si vous êtes hors UEMOA, vous devez nécessairement détenir un compte titre dans une SGI dans la zone UEMOA pour pouvoir donc investir. Bon, souvent aussi, il y a des plateformes qui sont en partenariat avec certaines SGI. Donc, à partir de ces plateformes-là, vous pouvez avoir accès à la plateforme de la SGI qui est dans la zone UOMA. Donc, ça vous permet de pouvoir faire des placements. En tout cas, si vous voulez acheter des actions ou des obligations sur le marché financier, il faille nécessairement que vous ayez un compte auprès d'une SGI qui est agréée par l'autorité des marchés financiers de la zone UOMA. Et cette SGI, en général, sera forcément dans la zone UOMA, en fait. Donc, vous ne pourrez pas investir à distance sans passer par une EGI quelque part qui est agréée, qui est sur la zone UOMA. Bon, je pense que ce sont les éléments de réponse. D'accord, merci, Monsieur Traoré.
Je vais encore poser deux autres questions de Madame Ouedraogo, Mariam et de Monsieur Bajou. Est-ce qu'il est possible de changer de mode de gestion? Si oui, quelles sont les conditions ou le délai observé pour un changement de mode de gestion? Et pour un portefeuille sous mandat affichant une rentabilité négative, est-ce que la SA2IF applique les mêmes frais de gestion de 2%?